pour ce petit déjeuner de partage sur comment faire perdurer les usages en télémédecine. Ce matin, nous allons échanger avec, à tout seigneur, tout honneur, Nathalie Salle, qui est la présidente de la SFSD, le docteur Julie Chastan, qui représente le Collège de médecine générale, puisque Paul Frappé n'a pas pu nous rejoindre, et Jean-Michel Klein, qui représente la Fédération des spécialités médicales, puisque Olivier Goyo-Buissonnière est retenu au ministère ce matin. Donc, comme je le disais, à tout seigneur, tout honneur, je vous propose d'écouter en première intention Nathalie Salle, qui est notre présidente. À toi, Nathalie, merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent. Vous m'entendez là? Oui, très bien. Très bien. Oui, merci. Merci de m'avoir invité à cette table ronde qui, pour nous, est très importante au niveau de la Société française de santé digitale, puisque nous avons été saisis en juillet dernier par la DGOS et la CNAM pour essayer de travailler collectivement avec l'ensemble des collèges professionnels des spécialités médicales au recueil d'exemples cliniques qui pourraient illustrer les cas d'usage les plus fréquents en téléconsultation. Donc pour nous, c'est vraiment un travail très important parce que ça nous permet, au travers de cette saisine, de pouvoir mettre en lumière les différentes situations d'exercice de la télémédecine et également d'identifier les pépites qu'on n'aurait pas pu identifier sans ce travail. Donc, avant de commencer, je voudrais remercier la DGOS et Yann Maël Ledouarin de nous avoir inclus dans ce groupe de travail parce que finalement, pour nous, à la Société savante de santé digitale, c'est vraiment, comme je le disais, très, très important. Alors, comment ça s'est passé? En fait, on a eu 2 groupes de travail là, depuis le mois de juillet qui se sont réunis. Donc à 2 reprises, et ce groupe est composé de la Fédération des spécialités médicales, du Collège donc de médecine générale, de la Société française de santé digitale et également donc de la DGOS, mais aussi de l'Agence du numérique en santé. Donc c'est un groupe restreint, mais qui permet de balayer de manière globale finalement cette saisine de recueil des cas d'usage des téléconsultations. Et l'idée était d'aborder ces cas d'usage à travers des fiches pratiques qui pourraient finalement exposer de manière pragmatique et en allant balayer tous les détails organisationnels. On va détailler un tout petit peu le fil rouge de ces cas pratiques, de la trame des cas pratiques, pour avoir des vrais retours d'expérience du terrain sur les usages de la télémédecine et en fait centré sur un acte, l'acte de la téléconsultation et dans un moment précis, c'est-à-dire l'usage de la téléconsultation en dehors de la crise sanitaire Covid. Voilà, donc pour nous, on y a vu vraiment le moyen de connaître des expériences innovantes de terrain. Donc c'est la SFSD qui a été missionnée pour commencer à écrire la trame de ces fiches. Et c'est avec Leïla Damani, qui est présidente associée du Collège Télésanté à la SFSD, que nous avons proposé une trame. Une trame, en fait, qui est construite sous la forme du « racontez-nous », qui nous a semblé être la forme, en fait, qui permettait de laisser une vraie libre expression des différents collèges professionnels quant à la description du cas d'usage de la téléconsultation dans leur spécialité. Donc, en quelques mots, le plan, le fil rouge de la trame que nous avons proposé était d'abord de travailler à partir d'une situation clinique, c'est-à-dire proposer à partir de cette situation d'apporter des retours d'expérience sur toutes les dimensions que l'on doit aborder à travers un projet médical, j'ai envie de dire, de téléconsultation, donc des retours d'expérience de l'information donnée aux patients pour avoir son recueil de consentement libre et éclairé, de la dimension également du recueil des critères d'éligibilité du patient. Est-ce que son état cognitif lui permet d'être éligible dans cette situation clinique à la téléconsultation? Est-ce que son état psychique et physique le lui permet également? Est-ce qu'il y voit bien? Est-ce qu'il entend bien, etc. Est-ce qu'il y a des barrières liées à la langue? Est-ce qu'il est gêné par l'utilisation des technologies, etc. Donc, on a essayé de mettre un fil rouge en fait dans la trame pour que
tout soit pointé et qu'on puisse avoir un maximum d'infos importantes pour pouvoir décrire à partir de la situation clinique l'utilisation de la téléconsultation. Dans ce fil rouge, on a également incité les collèges des professionnels à décrire l'objectif de l'acte de téléconsultation. Est-ce qu'il s'agit dans cette situation clinique d'une téléconsultation réalisée dans un axe de prévention ou de diagnostic et de traitement ou de suivi d'une maladie chronique ou plutôt d'une téléconsultation réalisée dans le cadre d'éducation thérapeutique, etc., etc. Nous avons également rajouté un paragraphe sur l'illustration à travers cette description de la sémiologie et de l'examen clinique possible ou non en digital. Donc, on a essayé de faire défiler finalement plusieurs sous-thèmes, de l'interrogatoire à l'examen clinique, possible ou pas en téléconsultation, avec l'aide ou non d'un auxiliaire médical, par exemple l'aide d'une infirmière pour ausculter à distance le cœur d'un patient ou l'aide d'un kiné pour pouvoir examiner à distance en post-opératoire orthopédique un patient qui s'est fait opérer du genou, etc. etc. Donc, vraiment ouvrir au maximum de détails. Dans le fil rouge, ensuite, j'en ai bientôt terminé, mais je pense que c'est important de bien voir comment on a voulu travailler. Tout le temps, on a tout le temps. OK. On a également voulu décrire l'organisation du soin dans la situation clinique. Alors, qui fait quoi, quand, comment? Quels sont les rôles donnés aux acteurs de santé? Là, on a décrit tout à l'heure le rôle de l'infirmière dans la téléconsultation, le rôle du kiné, mais le rôle finalement de tous les auxiliaires médicaux, également des pharmaciens et de tous les acteurs de santé qui habituellement travaillent dans les situations cliniques en présentiel. Quelle coordination a été mise en place sur le territoire dans cette situation clinique? Est-ce qu'il y a eu une organisation entre présentiel et distanciel de manière alternée, oui ou non? Et de manière large, quel outil technologique est utilisé ou quelles sont les autres infos importantes qu'ils y voient à rajouter pour pouvoir décrire au mieux cette situation clinique? À la fin de la trame, on a eu une discussion tous ensemble dans le premier groupe de travail pour savoir s'il fallait rajouter des drapeaux. Et on a rajouté 2 drapeaux, un drapeau vert et un drapeau rouge. Donc le drapeau vert, c'était pour essayer, à notre sens, d'identifier ce qu'il fallait absolument penser à faire dans ce genre de situation clinique lorsqu'on utilise la télémédecine. Et le drapeau rouge était plutôt lié à la question des vigilances. Donc on a aussi hésité à mettre un drapeau orange, pour tout vous dire. Donc plutôt les vigilances, c'est-à-dire attention, là dans cette situation particulière, on ne peut pas faire ci ou ça. Nous on a un retour d'expérience qui montre que ci ou ça est impossible. Et drapeau rouge, ce qu'il faut éviter de faire dans cette situation clinique quand on fait de la téléconsultation. Donc ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que à travers ces 2 réunions, on voit que finalement ce groupe de travail est dans la dynamique de vouloir travailler, à essayer de produire ces retours de cas d'usage avec un travail qui est très, très positif et qui englobe vraiment l'ensemble de la Fédération des spécialités médicales et également le Collège de médecine générale de manière très, très active. Et avec Leïla Damani et Yann Maël Ledouara, on a beaucoup de plaisir à travailler dans ce groupe de travail parce que les échanges, ils sont vraiment très, très importants. Voilà. Merci Laurent. Je suis après, bien sûr, disponible pour les questions. Merci beaucoup Nathalie pour ta présentation et qui donne envie de rejoindre votre groupe de travail. La façon dont vous avez travaillé, enfin déjà les résultats que vous avez pu rapporter donne envie vraiment de vous rejoindre. Je vous propose, comme la salle se remplit progressivement, d'avoir une discussion générale à la fin des présentations et dès maintenant donc de passer la vidéo que nous a transmise le docteur Julie Chastain. Yann, merci de la projeter. Pendant cette projection, je vous remercie de couper vos micros de façon à ce qu'il n'y ait pas d'écho. Et à la fin de la présentation, bien évidemment, vous pourrez les rallumer. Merci Yann d'envoyer la présentation. Une fenêtre va s'ouvrir sous vos écrans. N'omettez pas de mettre le son qui par défaut est sur le mute.
Désolée de ne pouvoir être avec vous ce matin, mais nous tenions à tout de même faire un petit film pour vous faire part de l'intérêt du Collège de la médecine générale pour le sujet qui est la télémédecine en général et la téléconsultation tout particulièrement. La crise sanitaire a mis en lumière l'intérêt de cette pratique, particulièrement dans un contexte d'épidémie dans lequel les salles de consultation pouvaient être un lieu de contamination. Mais au-delà de ça, ça a mis en lumière une pratique qui nécessite une réflexion, je crois, constante et au sein de la profession pour que la téléconsultation puisse s'inscrire dans la durée en bonne intelligence. Voilà un petit peu les grandes idées qu'on avait. Notre idée principale est bien sûr qu'on est sur une pratique qui est malgré tout naissante, même si certains d'entre vous, je le sais, se sont engagés depuis plusieurs années. Mais au sein de notre profession, la télésanté en général est quelque chose qui, je pense, est en train d'émerger et dont nous allons parler encore pendant plusieurs décennies. Nous avons réfléchi tout d'abord au sein d'un groupe de travail dans le collège à tous les usages dans lesquels la téléconsultation pouvait être intéressante. Nous en voyons beaucoup et en particulier par exemple en termes d'organisation pluriprofessionnelle sur le territoire, en termes de maillage pour mieux se connaître, pour travailler ensemble. Donc on peut parler bien sûr de la téléexpertise, mais également de collaboration pluriprofessionnelle entre médecins et infirmiers, comme nous y avons réfléchi, notamment dans le cadre de suivi de maladies chroniques ou encore de visites à domicile, dont on sait que les médecins ont tant de mal à répondre aux besoins. Nous avons également réfléchi, bien sûr, aux usages possibles de la téléconsultation et ce vers quoi nous ne voulions pas tendre. Nous sommes en train de travailler le sujet avec un groupe de travail au sein du collège et bien sûr que ces usages doivent être prévenus, bien sûr qu'on doit réfléchir également sur les risques de la téléconsultation et sur ses limites. Et je crois que nous en sommes parfaitement conscients et que la plupart des collèges, de toute façon, en sont conscients. Un cadre déontologique est absolument indispensable pour encadrer cette pratique, qui n'a peut-être pas été jusque-là réfléchie, mais qui doit maintenant l'être de façon indispensable, vu l'émergence de cette pratique et le besoin que les patients nous font ressortir suite à la crise épidémique. Il sera bien sûr important donc d'avoir une réflexion consensuelle au sein de notre profession pour réussir à trouver la ligne qui nous convienne en tant que médecin généraliste pour avoir une pratique telle que la téléconsultation ou le télésoin. Et ensuite, nous pourrons bien sûr réfléchir à des recommandations cliniques autour des téléconsultations. Mais on est à la première marche d'une réflexion qui devra être de toute façon globale sur la discipline et puis surtout pluriprofessionnelle, parce que je crois qu'il y a réellement un enjeu entre professionnels sur le télésoin. Voilà un petit peu les grandes idées dont je souhaitais vous faire part aujourd'hui. J'espère que vous passerez une bonne journée au sein du congrès et puis au plaisir de vous voir prochainement dans le cadre d'autres événements. Merci beaucoup. Je suis désolé parce qu'il y a eu pas mal d'échanges pendant cette présentation avec des participants qui n'avaient pas le son. En fait, j'ai cru que le message était passé, mais pas suffisamment. Il fallait activer le haut-parleur en bas et à gauche de l'écran. Si vous le souhaitez, on peut rediffuser cette vidéo. Mais je pense que quand même l'ensemble a bien pu entendre les éléments principaux de la présentation de Julie. Dites-moi rapidement si vous souhaitez qu'on la rediffuse. On a le temps de le faire. C'est OK pour vous? Oui, de toute façon, comme me dit Leïla, elle sera disponible en replay. Bien, donc on va poursuivre avec l'intervention de Jean-Michel Klein. Jean-Michel, je te passe la parole pour que tu me fasses part de
du point de vue de la Fédération des spécialités médicales. Merci Laurent, merci à tous. Jean-Michel Klein, je suis ORL accessoirement et surtout vice-président de la Fédération des spécialités médicales. Donc Olivier Gouéo-Brissonnière, le président, vous prie de l'excuser. Il a malheureusement ou heureusement, ça dépend des conclusions de cette rencontre, une rencontre importante au ministère ce matin. Donc je voulais remercier effectivement tout ce qui a été dit, enfin tous ceux qui sont exprimés, parce que c'est vraiment un groupe de travail qui est totalement ouvert et productif pour vous dévoiler entre guillemets des soucis. Au départ, on a pensé du côté de la FSM qu'il fallait partir de fiches. C'est des fiches de diagnostic, c'est-à-dire par exemple la fiche angine dont on a parlé. Et puis les médecins généralistes nous ont fait remarquer qu'il était plus réaliste de partir de situations. Et finalement, on s'est tous mis d'accord pour trier par maladie, mais surtout par situation. C'est-à-dire que si vous partez sur une fiche angine, par exemple, le diagnostic, il est déjà fait. Si c'est un cancer, c'est déjà mal parti pour le retrouver en téléconsultation. Donc, partir du « j'ai mal à la gorge », ça paraît beaucoup plus constructif. Quel est le but pour moi ou pour nous de la téléconsultation? C'est de faire mieux que la consultation physique, que ce qu'on leur fait actuellement. Au pire, ça serait de faire la même chose, mais surtout de ne pas faire moins bien. Et le risque, c'est ça. En période Covid, on a été obligé d'utiliser la téléconsultation. On a pris des habitudes qui ne sont pas forcément les meilleures pour réfléchir actuellement à ce qu'on veut et ce qu'on souhaite faire. Donc, faire mieux, faire aussi bien, c'est à mon avis dans le suivi, dans les maladies chroniques, dans la réadaptation du traitement, la réévaluation thérapeutique 3-4 jours après la consultation physique. Ça nous oblige en spécialité, quelle que soit la spécialité, à utiliser des outils connectés, des outils de diagnostic. Dans ma spécialité, on va utiliser un microscope, on va utiliser tout ce qui est otoscopie, tout ce qui est mesure de l'audition. On peut le faire à distance par des objets connectés, mais il faut des aides. Or, ces aides, on ne les a pas. Le système de santé est sous tension. J'entends bien qu'on parle d'utiliser une infirmière. L'infirmière, elle est débordée. Donc, faut-il créer de nouveaux métiers? C'est un sujet qui est extrêmement complexe à résoudre à l'heure actuelle, avec des tensions de la part des médecins qui sont compréhensibles. Donc voilà, la situation, elle est importante actuellement de définir et de bien travailler sur ces cas d'usage de façon à évoluer vers les bonnes pratiques. On avait parlé des feux. Il faut bien que dans ce qu'on va construire, il y ait toujours la solution de sortie. C'est-à-dire que dans la téléconsultation, on va sans arrêt être, pas obsédé, mais avec l'interrogation, est-ce que je peux continuer ou est-ce que j'arrête tout pour passer en consultation physique réelle à l'ancienne, entre guillemets. Donc, c'est tous ces sujets qu'il est important de discuter entre nous. Ça sera une preuve que l'informatique et le numérique est une solution de collaboration interprofessionnelle et c'est un outil qui peut trouver sa valeur et ses grands principes comme cela. Mais c'est vrai que sous l'urgence, nous, en téléconsultation, en spécialité, on en a fait finalement très peu dans le cadre du Covid et que si on doit se lancer dans cette nouvelle approche, il faut faire extrêmement attention à considérer que c'est d'abord un outil, mais c'est aussi une nouvelle pratique. Et donc, il y a un enseignement qui sera obligatoire, qui sera nécessaire. En d'autres lieux, pour d'autres raisons, je suis dans le système du DPC, c'est-à-dire de l'évolution des pratiques et des compétences. Il faudra, à mon avis, utiliser ce levier pour faire passer des bonnes pratiques et des bonnes valeurs. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Merci beaucoup, Jean-Michel, et présentation et les points que tu as soulignés. Et moi, je mesure le chemin parcouru par rapport je garde en mémoire une table ronde de l'année dernière où il y avait un de tes collègues ORL d'ailleurs qui considérait que la télémédecine et la téléconsultation n'étaient pas du tout appropriées à sa spécialité.
Je vois qu'il y a beaucoup de chemins qui ont été parcourus. Et de l'autre côté, il y avait un représentant des médecins généralistes qui, ce qui m'avait inquiété d'ailleurs, avait dit « Nous n'avons aucune stratégie concernant le déploiement de la télémédecine pour la médecine générale. » Bon, est-ce que c'est la crise Covid qui a tout accéléré? Probablement que ça y a largement participé. Mais en tout cas, les esprits ont bien évolué. Et la première question que moi je voudrais poser, c'est on entend régulièrement nos responsables politiques dire que les problèmes de désertification médicale vont être réglés par le déploiement de la télésanté ou de la télémédecine. Quel est votre avis là-dessus? Oui, je vais peut-être juste donner un petit avis, parce qu'effectivement, je rejoins ce qu'a dit Jean-Michel Klein. Lors du dernier groupe de travail, le Collège des médecins généralistes s'est exprimé pour que la trame voit de manière beaucoup plus large les situations cliniques en situation finalement d'exercice. Et ils ont exprimé le besoin de pouvoir mettre en avant les exercices en CPTS ou en maison professionnelle pour les professionnels de santé ou enfin, d'autres exercices que simplement centrer la trame de la fiche sur la situation clinique. Et justement, ils ont mis en avant ce point-là du désert médical. Voilà, alors pas comme une situation dans laquelle, par défaut, il faudra n'utiliser que la télémédecine. C'est pas ça qu'ils voulaient mettre en avant, mais plutôt montrer à partir de retours d'expérience de terrain comment les organisations se débrouillent pour pouvoir répondre quand même aux besoins en soins et donner finalement une offre de soins en utilisant de manière alternée la télémédecine et le présentiel. Donc effectivement, ça a été abordé et discuté. Oui, vas-y Jean-Michel. Oui, si je peux intervenir, le danger, c'est effectivement d'offrir dans les zones de sous-denses au plan médical une solution dégradée qui serait plus proche de la plateforme de régulation que de la consultation médicale. Et c'est une image qu'on doit avoir de façon obsessionnelle. Nous ne sommes pas dans une pratique de plateforme avec oui, non, ne sait pas répondre. La téléconsultation, c'est vraiment autre chose. Il y a de l'humain, il y a du contact, il y a de la technique, il y a de la reconnaissance et de la connaissance. Tout ça doit être préservé dans cette pratique. Et en territoire sous-dense, il faut faire très attention à l'image qu'on donnerait d'une sous-médecine, une sous-télémédecine, de façon à avoir une action que je dirais un peu politique d'affichage, mais pas sur la réalité de la pratique. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si je peux juste m'exprimer, Laurent ? Oui, vas-y. Pour dire effectivement que c'est un petit peu pour ça qu'on voulait que le maximum de détails soit donné à partir de ces fiches, avec l'intégration des pharmaciens qui sont par exemple présents sur tout le territoire national, mais également l'utilisation de nouveaux métiers. Les infirmières en pratique avancée vont pouvoir nous apporter, je pense, dans l'avenir, une aide précieuse dans ces nouvelles organisations de soins. Je vous rejoins totalement. Le désert médical ne doit pas être finalement la mise en place d'une solution par défaut moins bonne, moins efficace ou moins efficiente que dans les territoires où il n'y a pas de désert médical. Mais voilà, on voulait forcer un peu le trait sur le recueil des bonnes idées de terrain. Enfin, moi, à mon sens, c'était vraiment ça l'objectif de notre rentrée dans ce groupe de travail. C'était vraiment aller repérer dans les territoires les pépites des organisations déjà en place qu'on n'aurait jamais pu voir sinon. Moi, je pense que des déserts médicaux, il y en a partout, même là où il y a des professionnels de santé. L'intérêt que je vois moi, dans le développement de ces pratiques, c'est d'aller diffuser, enfin amener de la compétence. Et on exerce de plus en plus avec une approche de surspécialité, et donc d'amener de la compétence là où elle n'est plus, pas nécessairement dans ce qu'on peut appeler des déserts médicaux de la France, de la province, France éloignée, des territoires éloignés. Il y a Philippe Martin qui dit encore faut-il qu'il y ait des professionnels de santé au contact des patients. Oui, il y a des régions où ils sont vraiment en plus grande difficulté.
Et puis, il y a Leïla Damani qui demande si il faut commencer à enseigner dès la faculté. L'approche, ce volet sur l'enseignement est essentiel. Mais je pense que, nous, on est en ce qui me concerne, en tout cas, je suis en fin de carrière, mais je vois bien que les jeunes qui arrivent vont sortir dans 10 ans. Donc, vous imaginez les progrès qu'il y aura eu en ce qui concerne le digital d'ici 10 ans. Et ils finiront leur carrière en 2060. Donc, on est presque dans la science-fiction et on rejoint le prix concours. Donc, je pense qu'il faut bien sûr enseigner ça dès les premières années de la médecine, les usages du digital, et c'est déjà une réalité, heureusement. Mais Laurent, il faut l'enseigner dès maintenant à ceux qui sont en exercice, parce qu'on n'a pas 10 ans de ressources. Je veux dire que dans 1 an ou dans 2 ans, on sera face à une technologie qui aura encore évolué, et il faut s'y préparer maintenant auprès des professionnels qui sont en exercice. Absolument, il faut l'enseigner dès maintenant, bien sûr, aux professionnels qui sont en exercice. La formation continue est vraiment indispensable, donc, tout à fait. Un levier important, et ce que je disais tout à l'heure, sachant que les professionnels de santé actuels sont déjà débordés, il pas réfléchir à des intervenants qui soient nouveaux, de façon à ce qu'il y en ait davantage. Comment un médecin qui n'est pas disponible va-t-il être disponible pour faire de la télémédecine, un médecin généraliste avec un spécialiste? Il n'a pas de temps, ni l'un ni l'autre n'ont de temps dans la journée. Donc, oui. Moi, je pense qu'il faut que, avec ces différentes manifestations, on arrive à faire passer le message que l'utilisation de la télémédecine va faire partie intégrante de l'activité au quotidien de l'ensemble des professionnels de santé. Moi, je le vois dans ma spécialité, la téléradiologie, qui est en train de se développer de façon très importante. L'enjeu, c'est que ça reste un acte médical et que ce ne soit pas réduit à de la prestation de services pour colmater des difficultés organisationnelles. Donc, le message qui doit passer, c'est que ça fait partie intégrante du métier des professionnels de santé d'utiliser ces outils du digital et du télésoin et de la télémédecine en général. Donc, ça fait partie de la formation continue. Tout à fait, comme il a été dit. On ne pourra pas s'en passer. On ne pourra plus s'en passer. Moi, il y a quelques années, je n'utilisais pas de système d'archivage, je n'utilisais pas de système de workflow, je n'avais pas l'antériorité des examens des patients. Maintenant, dans mon exercice quotidien, je ne saurais pas interpréter un examen si je n'ai pas l'historique, la demande de l'examen, le dossier médical, en accédant avec un clic et de retrouver toute l'historique du patient. Si on me disait que maintenant je ne peux plus m'en passer, je ne peux plus exercer sans ça, c'est plus possible. Moi, je vais la charger. Et puis, vous aurez des flèches en bas à droite. Tout à fait, mais ça demande aussi une réorganisation du temps médical, comme il a été dit. Donc, ça ne se conçoit que dans le cadre de CPTS, d'un travail collaboratif. Il faut peut-être aussi gagner du temps sur le temps d'exercice actuel. Est-ce qu'un médecin est utilisé 100% de son temps dans son champ de compétences? Est-ce qu'il n'y a pas une organisation qui lui permettrait de gagner du temps pour se recentrer sur ce qui est vraiment son rôle, c'est-à-dire le diagnostic, les cas difficiles, les synthèses. Donc ça va peut-être nous obliger à réfléchir sur la construction même de notre journée de travail pour chaque professionnel de santé, pour aller tirer tout le monde vers le haut, et non pas médecin perd du temps, on ne va pas faire de la revendication, mais en paperasse à remplir. On peut aussi simplifier tout ce regard-là. Donc la télémédecine, elle arrivera dans le cadre, à mon avis, d'une réorganisation des groupes médicaux qu'on appelle CPTS ou autrement. Et je pense que ça, c'est essentiel. Et ce travail communautaire permettra de dégager du temps et des compétences pour pratiquer la téléconsultation, qu'on soit chez le patient ou qu'on soit dans la CPTS. Absolument, alors sans avoir une casquette syndicale, mais quand même, tout ce que tu dis est juste. Il y a des nouveaux métiers qui vont arriver, qui ne sont pas nécessairement des métiers directement de la santé, et c'est tous les métiers qui tournent autour donc, des systèmes d'information, les gestionnaires de PACS, les ingénieurs réseau, l'organisation, parce que cette CPTS n'est pas obligée d'avoir une unité de lieu, elle correspond à un territoire qui est plus ou moins large, et avec des communications qui peuvent se faire par réseau et à distance.
en coordonnant l'action des différents professionnels de santé. Et donc, on a besoin d'avoir ces nouveaux métiers. Un enjeu est la formation de ces nouveaux métiers, mais surtout leur financement. Est-ce que il y a des financements fléchés directement pour payer ces organisations, ou est-ce que ce sont les professionnels eux-mêmes qui vont pouvoir salarier ce type de métier et dans quelles conditions? Actuellement, cette approche de financement n'est pas prise en compte. En tout cas, dans le financement à l'acte, il n'y a pas capacité à financer ces nouveaux métiers. Oui, moi, je n'ai pas la réponse à ta question, Laurent. Comment? Mais je voudrais juste revenir sur ce qui a été dit et sur effectivement le rôle que peut avoir la télémédecine dans la structuration de nos métiers, l'organisation de nos métiers. Et effectivement, comme ça a été bien dit, et je le rejoins totalement parce qu'on a les mêmes problèmes dans les centres hospitaliers, c'est d'éviter un maximum les glissements de tâches et faire que le médecin puisse se concentrer sur ce qu'il a à faire, lui donner les bonnes conditions pour travailler. Et je pense que dans l'avenir, avec la formation, bien sûr, qui est essentielle, en formation initiale et en continu, la télémédecine va pouvoir structurer nos métiers et probablement aussi qu'il faut compter sur le numérique et sur des outils intelligents qui vont nous permettre, en parlant simplement en téléconsultation, d'avoir un compte-rendu déjà tapé. Enfin, en tout cas, de nous faire gagner du temps sur des tâches administratives, de prise de rendez-vous, de recueil de résultats ou de compte-rendu ou d'écriture de tâches administratives X ou Y de manière importante. Donc, je pense que là, c'est sûr qu'il faut absolument y aller et je suis d'accord avec vous pour dire que ça va faire partie de nos métiers. Ça le fait déjà partie dans certaines spécialités comme la mienne en gériatrie. On en fait tous les jours. Mais on a un vrai besoin de structurer nos métiers et nos organisations. Là, c'est vraiment important et donc la formation est primordiale. Oui, c'est essentiel. Mais il faut vraiment pour reprendre des mots à la mode, que l'ensemble des professionnels s'approprient ces notions de digital et ces outils, parce que ça va transformer nos façons de travailler, ça va nous faire gagner du temps. Comme tu l'as souligné, il y a l'intelligence artificielle qui va arriver, qui va nous permettre d'améliorer la gestion du flux des patients. On se concentre bien sur ce qui relève de la consultation médicale directe, mais on doit travailler avec ces outils-là. Il y a des réactions dans la salle. Il y a toi qui sont en train de taper, mais il y a une main qui s'est levée, Laurent. Ah oui. François Jean Blanc, allez-y. Allô? Isabelle aussi. Allez-y, oui, Isabelle. Donc en effet, pour développer ces usages, la téléconsultation, pour moi, c'est vraiment important. Je suis médecin coordonnateur en EHPAD, mais je me rends compte qu'il faut en parallèle développer, je pense, la téléexpertise, la télésurveillance, parce que pour une téléconsultation, il y a besoin de médical énorme, le temps de se connecter, le temps d'échanger, de se présenter, etc. Et malheureusement, alors c'est indispensable et ça apporte énormément de choses en partage de pluridisciplinaire, mais en effet, je trouve que la téléexpertise n'est pas suffisamment développée, ou même la télésurveillance pour la cardiologie, ça permet d'éviter des consultations juste de contrôle alors que tout va bien et on peut s'en assurer grâce à la télésurveillance. Donc voilà, moi je pense que ça va être important de mon côté de le développer. En EHPAD, par exemple, très souvent, on est sans le patient. Donc, en fait, on n'a pas de terme, en fait. C'est pas de la téléexpertise, parce qu'on échange de façon pluridisciplinaire de notre côté. Donc, c'est beaucoup de temps de présence avec le médecin spécialiste et le patient n'est pas là. Donc, en fait, il y a énormément c'est de la téléexpertise, c'est pas de la téléconsultation. Donc, déjà, il manque aussi quelque chose, à mon avis,
pour avoir un temps de rémunération. J'ai essayé de travailler avec un psychiatre libéral, mais il me disait, si c'est une téléconsultation, c'est très long pour son financement finalement. Hein, l'air de rien, il faut aussi penser à ça. Et la télexpertise, ou 12 euros ou 20 euros, c'est pas suffisant par rapport à l'heure qu'il passera avec nous. Donc voilà, je pense qu'il y a, pour vraiment développer les usages, il y a encore à faire peut-être. Et puis, une dernière chose aussi par rapport au consentement, quand on fait de la télexpertise, il faut aussi demander le consentement, ça prend énormément de temps et parfois on ne le fait pas. Et alors que il y a souvent des échanges entre les médecins pour des avis de façon simple par téléphone et sans avoir le consentement du patient. Donc c'est important d'avoir son retour, le consentement éclairé. Mais voilà, à mon avis, il y a des choses à simplifier. Merci beaucoup. Il y a Pierre Leponcin qui nous dit qu'il ne faut pas oublier de former les patients à devenir des acteurs de leur santé, c'est juste. Que le développement, Leïla nous dit que le développement des nouveaux métiers d'assistant médical qui va permettre un soutien au développement de la télésanté et de l'accompagnant. Martin qui nous dit que la télésurveillance permettra de réduire de façon importante les consultations. Il est urgent que les tutelles développent la prise en charge de la télésurveillance au-delà des expérimentations. On ne peut que partager cet avis. Une FMC obligatoire en informatique est impérative pour que les médecins maîtrisent ces outils. Nous sommes bien d'accord là-dessus, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut vraiment avoir des actions fortes de formation médicale continue, car à nouveau, toutes ces modifications de l'exercice vont faire partie intégrante de notre exercice au quotidien et on doit s'approprier ces outils. Juste pour revenir sur le dernier commentaire là, de la FMC obligatoire en informatique, à mon sens, ce que je pense quand même important, c'est qu'on arrive quand même à avoir les outils digitaux au service de l'exercice des acteurs du soin. Je ne sais pas s'il faut que les médecins apprennent à être dans l'informatique et être informaticiens quelque part, ou s'il vaut mieux pas, à partir des besoins et de la façon de travailler des différentes équipes, adapter les outils aux besoins, c'est-à-dire faire venir vraiment les outils vers les besoins, plutôt que de demander aux soignants et aux médecins d'aller travailler sur la fabrication d'outils, peut-être que la FMC pourrait permettre de donner, au contraire, je réfléchis en parlant, les mots-clés plus précis de la part des médecins pour faire des demandes plus précises aux entreprises et industriels pour créer l'outil. Oui, ça, c'est vrai que ça pourrait être bien. Mais on a vraiment envie que le digital se mette au service des professionnels de soins, ce qui n'est pas perçu comme ça, en tout cas sur le terrain. Oui, si je peux répondre sur le DPC, puisque vous l'avez peut-être vu, c'est aussi dans l'actualité avec la démission du président du Haut Conseil du DPC. C'est dans l'utilisation de l'outil numérique et de la télémédecine et dans les orientations prioritaires de santé. Donc, on peut l'utiliser. Charge à nous de monter des dossiers comme vous l'entendez. C'est-à-dire que c'est justement là qu'il faut agir pour que ça parte dans le bon sens. Si on surcharge l'image de la télémédecine de complications informatiques aux médecins surchargés, il ne viendra pas se former sur ce sujet-là. Par contre, on parle, comme il a été dit, de retour d'expérience sur la gestion en EHPAD, sur des situations comme ça, et qu'on monte ce qu'on appelle des vignettes cliniques, c'est-à-dire comme on le fait là, de la simulation de cas cliniques et de situations, et qu'on demande aux médecins de s'investir et de participer à la réflexion commune, on les fera venir assez facilement. Donc, il faut partir de la réalité, du suivi post-opératoire avec 3 feux, feu rouge, feu orange, feu vert. Feu rouge, on envoie le SAMU. Feu orange, on téléphone. Feu vert, on enregistre que tout va bien. On n'a pas besoin de consulter pour ça. Donc là, on doit pouvoir gagner du temps et gagner en pertinence de la prise en charge. Tout à fait d'accord. Et il faut que ces outils soient adaptés à l'outil métier des médecins qu'ils utilisent au quotidien. Et ce n'est pas l'inverse. Oui, et qui soient interopérables. Le logiciel métier qui soit interopérable avec les logiciels métiers, bien sûr. Très bien. Il y a d'autres questions ou d'autres interventions? Oui.
Oui, encore une petite chose, c'est vrai que toujours au niveau des EHPAD, pendant la première vague, je fais les statistiques sur tous les établissements du groupe où je travaille et on a eu moins 65% du nombre de téléconsultations parce qu'en fait, il y avait plus de temps, il y avait tellement de charges de travail en réorganisation, en surveillance, il n'y avait plus du tout de temps pour les téléconsultations, là où c'était indispensable, il y a eu moins 65% de nombre de téléconsultations. Donc c'est vrai que il y a une nécessité aussi de mettre en place du temps dédié pour EHPAD et en établissement médico-social. Alors, si je peux, Isabelle, peut répondre, parce qu'on se connaît bien. Bonjour d'ailleurs. Je suis alors entièrement d'accord avec toi. Il y a un vrai travail à faire d'accompagnement au niveau des EHPAD, avec peut-être la constitution d'un forfait structure ou autre forfait, à la fois pour avoir l'outil qu'il faut, mais aussi pour avoir les organisations qu'il faut. On est bien conscient depuis le rapport des députés Iborra et ANCO que la tension est très 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 forte en EHPAD en termes de ressources humaines et la crise Covid n'a fait que le révéler depuis le mois de mars. Et je suis bien d'accord avec toi aujourd'hui dans les EHPAD, Covid et ces clusters qui se multiplient, le temps que peuvent prendre les soignants pour utiliser la télémédecine de manière correcte n'est pas du tout présent. On est bien d'accord avec ça et c'est regrettable. Merci Nathalie. Merci Nathalie. Bon, on va essayer de finir sur une note plus optimiste quand même. Donc, merci Laurent. Ouais. C'était très positif jusque-là. C'est positif. Donc on a besoin, enfin moi je pense que le message qu'il faut faire passer, c'est que la télémédecine, c'est pas un truc à part. Où on fait la médecine et puis à côté, on utilise des outils un peu particuliers dans des conditions compliquées. Non, pour moi, il faut vraiment qu'on intègre ça dans nos pratiques au quotidien parce que c'est ce qui va arriver. Donc, nécessité de former les étudiants, mais pas seulement, aussi ceux qui sont déjà au quotidien installés. Il faut accélérer la formation et aussi accélérer le mouvement sur les métiers intermédiaires et le volet du financement, de l'organisation du financement est indispensable. Il faut vraiment que les pouvoirs publics comprennent ça. Et chose d'anecdotique. On a besoin d'avoir des financements spécifiques et dédiés au développement de la télésanté. Il faut qu'on laisse la salle maintenant, si j'ai bien compris, Yann. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce petit déjeuner de bonne heure et je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt.